Alors, j'ai voulu participer à ce projet et pour le coup participer à ce témoignage parce que dans mon expérience personnelle, j'ai un vécu où j'ai rencontré des gens qui souffraient de ces troubles-là, différents troubles d'ailleurs. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'est l'opportunité de venir déjà en témoigner, en parler, rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là, qui le vivent, qui en sont victimes et potentiellement avoir des pistes de solutions pour aider ceux qui se retrouvent dans le cas ou du moins pas un médecin non plus, mais du moins se remettre en question quand on tombe sur un cas en disant ah, ça pourrait être ça et peut-être conseiller d'aller consulter. Il y a plusieurs casquettes qui font que j'ai voulu témoigner. La première, c'est tout simplement en tant qu'ami, un ami qui souffre pour le coup du trouble de TDAH, donc il y a le trouble de l'attention. Et pendant très longtemps, il a vraiment découvert sur le tard. Sur le tard, c'est vraiment post-vingtaine, quoi, pour le coup. Et vous imaginez bien, on est amis depuis, je sais même plus depuis combien d'années. Et très souvent, dans les projets de groupe ou dans les trucs où on devait être nettement plus concentré, nettement plus sérieux, c'était toujours celui qui déviait un tout petit peu. Et la réflexion, c'est de se dire, ben ouais, t'es fainéant, t'es pas concentré, tu fais chier, enfin, concentre-toi et sois avec nous. Et puis, on comprenait pas pourquoi il s'éparpillait toujours, il est toujours en digression. Et maintenant qu'il s'est fait diagnostiquer, on revoit un peu le passé, les situations un peu compliquées dans lesquelles on s'est retrouvé avec lui et on se rend bien compte que si on avait eu l'info plus tôt, on aurait été plus attentif à ce genre de situation. Et maintenant, le nouveau comportement qu'on a adapté, c'est juste de laisser beaucoup plus de temps et pas exprimer la frustration parce qu'en fait, le fait de ne pas le savoir au départ, ça créait autant une frustration chez nous que chez lui parce qu'on avait surtout l'impression qu'il n'était pas sérieux. Il y a pas d'autre mot qui me vient, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Il y a le cas des enfants où j'ai eu une amie qui elle, qui a un petit garçon et un petit garçon qui lui avait des troubles avec les maths, donc plutôt dyscalculiques. Et j'ai dû l'aider quelquefois à faire ses devoirs. On se dit que c'est un enfant. Bon, résultat, il va prendre du temps. À un moment, on se rend bien compte qu'il prend beaucoup de temps et on ne sait pas forcément comment réagir. Je ne suis pas prof de maths à la base, donc je fais ça dans mon temps libre et on a envie d'écouter, on prend du temps, mais on se rend bien compte qu'il a du mal à comprendre. Et parfois, on se dit, ben oui, en fait, est-ce que c'est parce que c'est un enfant? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas bon en maths? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas le bon prof? On commence à se poser plein de questions. Ça crée énormément de frustration, autant pour nous, autant que pour l'enfant, parce qu'à un moment, on se dit, ben en fait, peut-être qu'il a juste pas envie, qu'il fait un caprice. Et ça rejoint assez fort aussi ce qui a pu se passer avec mon ami, c'est on lui rejette la faute, mais on se rejette aussi la faute parce qu'on se dit, soit lui n'a pas envie de le faire, mais peut-être que moi je suis pas assez bon, peut-être que je fais pas de la bonne manière, et puis on se retrouve surtout perdu et ça crée plein de sentiments confus. Évidemment, j'ai aussi une casquette en coaching pour la prise de parole dans tout ce que ça peut amener d'émancipation, de développement de soi. On le fait surtout avec des adultes et des ados. Maintenant, on commence à vouloir offrir le programme à des jeunes enfants. Et c'est pour ça que je trouvais ce témoignage intéressant et surtout le projet de manière générale très intéressant parce que là, on va se retrouver face à des enfants et, et face à des enfants, pour avoir vécu la situation dans le cadre des maths, je me dis, ben en fait, par rapport à la parole, on a aussi des troubles de la parole. Comment ça se diagnostique? Est-ce qu'il y a des réflexes? Il y a des choses auxquelles il faut faire attention parce que dans la prise de parole, on a le stress, on a le fait que même quand on est adulte, prendre la parole, c'est jamais simple. Alors pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Il n'a pas forcément le vocabulaire, il n'a pas forcément l'audace de s'exprimer comme ça en public. Et je voudrais, dans la mesure du possible évidemment, encore, je ne suis pas un médecin, je le reprécise, je voudrais juste pouvoir le déceler assez tôt que pour avoir une pédagogie qui soit adaptée à ce genre de situation. Et si jamais on tombe sur un cas avéré, pouvoir juste savoir qu'on peut rediriger vers quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que nous. Quand j'ai commencé l'éloquence, on m'a raconté l'histoire de ce fameux grec qui souffrait du trouble de la parole et il s'est un peu reclus dans une grotte et a dû travailler la parole pendant plusieurs mois. Un peu fantastique l'histoire, hein. Et il en est ressorti de là et il parlait tellement bien qu'il était capable de parler aux pierres et aux rochers et les rochers se levaient et l'écoutaient. Très fantastique et en fait ça m'a énormément parlé dès le départ. Et ça coïncidait avec le moment où j'avais vu aussi un film que beaucoup doivent connaître, c'est Le Discours d'un roi, qui lui aussi souffrait, c'est pas de trouble lui c'était pas le trouble de la parole mais il bégayait, il souffrait du bégaiement. Et évidemment, quand tu regardes ce film, tu te dis, c'est ce genre de troubles qui d'entrée de jeu paraissent invisibles, comme la plupart des troubles de l'apprentissage, qui sont invisibles. Et le fait qu'ils soient invisibles rend le comportement et la réaction quand on y fait face très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais si c'est réellement un trouble ou si c'est juste quelqu'un qui est nonchalant. Avoir un trouble, à mon sens, peut devenir une force quand on en prend conscience. Et l'analogie que je vais utiliser, c'est en fait les forces et les faiblesses qu'on a chacun en nous.
Dès le moment où quand on prend conscience de ses faiblesses, ça devient une force parce qu'on a l'avantage de savoir et d'en avoir conscience et alors d'avoir une idée d'où il faudrait mieux se placer, de ce à quoi il faut faire attention. Et c'est toujours un avantage par rapport à quelqu'un qui ne se connaît pas, qui n'a pas conscience de lui et qui fera des choix moins pertinents. Et nous, du fait d'avoir connaissance de nos qualités et de nos défauts, l'ensemble, cette prise de conscience devient en soi-même une qualité, un avantage par rapport aux autres. Ce que je souhaiterais comme société pour tout le monde, c'est peut-être qu'on se détache un peu tous de ce syndrome de Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, parce qu'ici ce sont des troubles invisibles, et c'est qu'on apprenne aussi un peu à avoir conscience de l'invisible et adapter son comportement par rapport à ça. Et donc oui, le fait que ce soit invisible, la prise de conscience est plus compliquée, et pour le mettre en visibilité, on a besoin d'autres porte-paroles qui ont conscience de la situation, et petit à petit, un pas après l'autre, peut-être qu'un jour on arriverait dans une société où la première question quand on se retrouve face à cette situation, c'est ne pas de réagir au tac en disant forcément t'as la flemme. Enfin peut-être la première fois, mais si ça devient récurrent de se dire ah c'est peut-être pas que ça, ce n'est peut-être pas moi qui fait n'importe quoi, qui n'est pas la bonne approche, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, pourquoi ne pas vérifier? En fait c'est rendre le réflexe de la vérification naturel, comme on pourrait le faire pour n'importe quelle autre maladie quand on sent qu'il y a peut-être un souci.